Alors là, pour tout le coup, ce sera plutôt heureux pour la deuxième partie vraiment de l'émission 7, de l'épisode 7, où on traitait vraiment des ismes et qu'est-ce qu'il cachait, les tabous que ça cache, les concepts que ça cache. Et surtout, c'est supposé vraiment flouter la dynamique entre le privilège et l'oppression. Et donc, pour comprendre la dynamique entre l'oppression et le privilège, il fallait d'abord qu'on comprenne ce qui était le privilège pour nous, et déjà comprendre un peu le concept du privilège dit naturel, le privilège cosmique, le privilège universel. Mais avant de même comprendre ces concepts et l'opposition entre les deux, ou surtout pour comprendre l'opposition entre les deux, il faut surtout comprendre le concept d'empathie naturelle, qui est un sentiment vraiment naturel d'opposition qu'on a pour quelqu'un ou pour quelque chose. C'est comme une sorte d'ennemi juré naturel, ou autrement dit, ton meilleur ennemi. Donc quand on dit blanc, et tout de suite on pense au noir. Quand on pense à méchant, on pense tout de suite au gentil. Quand on pense à sec, on pense à l'opposé, le mouillé. Dans tous les cas, ce sera toujours une forme de dynamique, prédateur et proie, peu importe, ce sera toujours ton meilleur ennemi. Elle existe grâce à une loi universelle, c'est la polarité qui stipule que tout dans l'univers a un opposé. Donc on peut en parler en termes de situation, on peut en parler en termes d'émotions, de conditions. Pour tout, il existe son contraire. Fille, garçon, féminité, masculinité, dans tout, abstrait, réel, peu importe. Et donc, je parle de la polarité, parce que quand on parle de privilège, clairement, l'opposé du privilège, c'est forcément l'oppression. Donc, les deux ont lieu d'être dans la dynamique humaine, dans la dynamique tout simplement de l'univers, parce que c'est une loi universelle, les deux ont leur place. Et donc l'oppression, contrairement au privilège, fait référence à un groupe ou une personne subissant des injustices, des discriminations et des restrictions imposées par un système de pouvoir institutionnel. Donc de l'autre côté, un privilège, c'est une autorité qui te donne certains avantages. Dans l'autre côté, c'est une autorité qui permet que tu puisses subir des injustices ou qui sont auteurs des injustices, des discriminations et des restrictions qui sont imposées. Donc l'oppression peut être une gêne ou un malaise d'ordre psychique ou même physique, et elle entretient une relation antipathique, donc, mais relativement symbiotique avec le privilège. Donc l'un n'existe pas sans l'autre. Maintenant, ça dépend des types de relations qu'on puisse avoir, parce que dans la dynamique universelle, il y a plusieurs types de relations symbiotiques. Chose qu'on peut retrouver dans notre vie de tous les jours, avec nos interactions avec notre famille, nos collègues, nos amis. Et donc, ces trois types de relations symbiotiques, je vais vous les expliquer. Le premier, c'est celle où un partenaire tire bénéfice de l'association et l'autre n'en tire ni avantage ni inconvénient. Donc une personne en tire bénéfice, mais l'autre ça lui fait rien du tout. Ça lui retire rien, mais ça lui rajoute. C'est pas une valeur ajoutée, mais c'est pas non plus un malus. C'est pas un malus. Donc dans cette dimension, le privilège et l'oppression peuvent être perçus comme une injustice naturelle. Certaines espèces d'animaux et certaines personnes ont hérité d'un environnement favorable au développement, pendant que d'autres ont hérité d'un environnement moins favorable. Il ne tient qu'à cette société d'avoir conscience de ce privilège et justement développer un sentiment de partage. Celui-ci est totalement reflété dans les anciennes civilisations au sud des tropiques, qui ont donné naissance à des sociétés hospitalières et chaleureuses. Pas besoin de les nommer, on les connaît, car ils avaient tous accès à une abondance de ressources qui a accentué cette culture du partage, reconnue encore aujourd'hui dans beaucoup de ces pays sud de l'équateur. Sont des pays qui sont considérés comme des pays du tiers-monde, mais bizarrement ce sont chez des peuples qui sont très généreux et qui partagent tout alors qu'ils n'ont rien. Mais cette idée de rien avoir, c'est vraiment c'est génétique. L'abondance est là, et donc tant qu'on y en a un sentiment d'abondance, on va vouloir donner. Et ce sentiment de partage et d'abondance ne vient que avec l'environnement dans lequel on vit, un environnement qui est favorable à ce que tout pousse, à ce que tu aies quasiment tout. Tant que tu traites bien la terre sera gentille avec toi. Voilà, en gros c'est ça. Et donc quand ces personnes-là donnent,
donne, ben ça leur retire rien, mais ça ne fait que améliorer un autre être, on va dire. Donc ce type de relation a existé, hein. On va dire c'était probablement la précolonisation. Parce que dès qu'ils ont montré ce qu'ils avaient, après, bon, bah voilà, c'était le début de la fin. Un autre type de relation symbiotique, c'est quand les deux partenaires tirent tous les deux bénéfices de leur association. Donc les deux partenaires récupèrent une valeur ajoutée suite à leur association. Donc je dirais pas que c'est une vision utopique de la société, mais c'est plutôt une vision très idéale. C'est une dimension dans laquelle on apprendrait de nos grandes et de nos petites erreurs de l'histoire en tant qu'être humain, où on comprend aussi que le privilège et l'oppression ont leur place, parce que le système qui serait mis en place prendrait compte des injustices et elle compenserait pour celles-ci de manière équitable, ce qui donnerait éventuellement du privilège aux oppressés. Et donc les autres oppressés, c'est la même chose. Ceux qui étaient privilégiés donnent le privilège. C'est un système qui roule où tout le monde est gagnant. En gros, c'est du gagnant-gagnant. C'est idéal, c'est utopique, on n'en est pas encore là. À voir peut-être un jour. Peut-être un jour. Voilà. Le dernier type de relation symbiotique est celle où un partenaire tire bénéfice de l'association et l'autre uniquement des inconvénients. Donc notre relation, c'est où toi tu prends et moi je perds. Gagnant-perdant, c'est une dynamique où je prends des malus parce que toi tu prends, je t'aide à prendre une valeur ajoutée et toi tu me donnes des malus, en gros. Elle se rapproche bien plus de notre réalité actuelle, donc en gros ça représente le manque d'équilibre actuel. C'est le pire type de relation pour exercer le privilège et l'oppression, parce que l'oppression est utilisée comme un processus systémique de domination, de tyrannie et de contrôle afin de continuer à tirer de ces fameux bénéfices et de devenir privilégié et de rester privilégié, parce qu'il y a une obsession avec ça pour le coup. Le poids de l'oppression est souvent accompagné d'une sensation lourde et d'une douleur sourde, tout comme la hiérarchie sociale actuelle qui fonctionne telle une pyramide, avec une fondation qui porte le plus gros poids, les fondations étant nous. Le capitalisme, le colonialisme floutent les relations entre parasites et hôtes, parce que c'est ça, quand tu prends de la plus-value et moi j'en perds, t'es un parasite, t'es un vampire. Et donc c'est cette relation qui est utilisée, elle est floutée par des mots comme capitalisme pour justifier la chute des peuples les plus fructifiants vers le bas. Et dans cette pyramide, le choix du positionnement de chacun est fondé sur une animosité presque irraisonnée qui se cache derrière le racisme. Elle est exprimée et classifiée par le plus gros marqueur, qui est la couleur de peau. Et il me semble que ça a été d'abord fait ou établi par des Romains et repris ensuite derrière par les colons. Maintenant, tout ce qui restait à faire, c'était d'associer la galère aux gens les plus foncés, les plus pigmentés, et d'associer l'abondance, le blanc, littéralement la couleur, pureté, etc., aux moins pigmentés, et donc de cette manière inverser cette injustice naturelle. Voilà. Inverser la justice naturelle du coup, et ça devient une injustice naturelle, je sais pas. Donc en gros la règle c'est que tant que tu n'es pas trop pigmenté, voire pas pigmenté du tout, tu auras un certain privilège et dans le cas échéant, tu subiras une certaine oppression au prorata de ta pigmentation. C'est comme je l'ai expliqué dans une émission précédente, c'est une valeur d'échange, c'est une monnaie d'échange plutôt, et c'est un thème qui est commun, peu importe où on va dans le monde. Plus tu es pigmenté, plus tu es oppressé. L'Afrique et les Antilles, c'est loin d'être des bons arguments, car les diverses ethnies et les communautés y prospèrent peu, d'où ce besoin aigu d'émigrer, et je parle bien vraiment, éventuellement il y a vraiment eu une grosse vague, par exemple pendant les années 80, les années 90, chose qui se calme maintenant parce que la jeunesse africaine prend fierté à rester dans son pays d'origine et d'arranger les choses sur place, mais ça ne change pas qu'il y a quand même un besoin assez urgent de partir, et quand on regarde nos recherches, malgré nos richesses en ressources, nos pays d'origine font partie des pays du tiers-monde, et même si on peut essayer de se cacher derrière les Drômes, surtout nous dans la Caraïbe, aux Antilles, on peut regarder, on vit dans des conditions assez précaires, donc il y a quand même une certaine domination même là-bas,
Beaucoup de communautés étrangères dans nos pays d'origine prospèrent bien mieux que nous, dans nos espaces, que ce soit au quartier, ici ou au bled. Une autre raison d'émigrer, parfois, c'est aussi la violence. Les étrangers, les expats et les castes qui sont privilégiés, eux, ils sont souvent protégés par la police, l'armée et toutes les institutions qui sont parfois très corrompues. Mais bizarrement, dans ces pays qui sont principalement de majorité noire, les noirs de ce pays-là sont souvent traités comme des citoyens de seconde classe, sans protection et souvent vulnérables à des atrocités, souvent impunis par la justice. Donc notre position sur l'échelle hiérarchique mondiale, elle n'est pas juste, c'est pas juste une histoire de commerce triangulaire. C'est comme un club dans lequel on ne peut pas rentrer. Voilà, en gros c'est un petit peu ça. Tu es dehors, il y a un club, tu peux pas rentrer. Et c'est au prorata. Voilà. Une grande maison, et puis voilà, on va voir qui va se retrouver au sous-sol, qui va se retrouver en enfer même, pour le coup. Et donc, ça s'arrête pas là. Notre position sur l'échelle hiérarchique, elle est aussi multilingue. C'est pas juste une question de vécu, c'est une question de parler aussi. Elle est incrustée dans plusieurs langues populaires, de l'Inde au Maghreb. Comme on parle des Noirs, les Indes, ils ont des mots très négatifs pour parler des personnes très pigmentées, comme les Dalits, qui sont considérés comme des parias, des intouchables, les damés, qui rentrent clairement dans ce système de caste. Et eux sont considérés comme des hors-castes pour le coup. Au Maghreb, c'est la même chose. Malgré notre présence dans les préceptes de l'islam, il y a quand même des termes assez insultants qu'on retrouve dans les zones urbaines, comme Kerlouche. Mais on sait que même si celui-ci fait référence parfois à un groupe ethnique, pour ceux qui ne savent pas, ce sont les Maures. Quand je parle des Maures, c'est M-A-U-R-E-S. Qu'on pouvait appeler les Chouachines, les Aratines. Il y avait beaucoup de différentes tribus, comme les Fatimi aussi. Donc c'est des choses à rechercher. Dans tous les cas, mort, ça veut dire noir en latin. Donc comme ça, c'est clair. Mais ils utilisent le mot kerlouche de manière péjorative, ce qui nous montre que dans leur culture, voilà, il y a quand même une hiérarchie à ce niveau-là aussi. Nous, entre nous, j'en parle même pas. On connaît déjà, que ce soit ici, aux Antilles ou en Afrique. On parle de notre couleur de peau sous différents angles. On parle beaucoup de nourriture quand on parle de la couleur de peau, que ce soit caramel, vanille. Le vanille, j'ai jamais compris parce que la vanille, c'est noir de base. Cette idée que vanille soit claire, c'est bizarre parce que la vanille, c'est noir. La fleur est blanche, mais le fruit est noir, quoi. L'essence est noire. Donc on parle de vanille, du coup on parle de chocolat, on parle de caramel, et ça fait beaucoup ça crée beaucoup de divisions assez bêtes, et ensuite on surjoue le jeu colonialiste avec des termes très très coloniaux comme chabin, mulâtre, carteron. Même les mots métis subissent le même sort, ils sortent pas de mots qui sont positifs. Le mot créole aussi, blanc, passant blanc. Être passant blanc, c'est quelqu'un qui était quasiment blanc. C'était un noir qui était quasiment blanc, en gros. Maintenant, on peut se les réapproprier. Ça a déjà été fait. On peut voir comment on se réapproprie le créole avec un K. C'est pas un souci. Mais il faut se rappeler quand même que les mots ont du poids. Il y a aussi beaucoup de nous, afrodescendants, on se retrouve face à une forme de déracinement aussi d'un côté, parce que face au fait que nous aussi on parle de personnes étrangères de manière péjorative parfois, quand on parle d'un blédard ou d'un just come, on a des mots, voilà, un migrant, etc. On va parler de cette manière. De l'autre côté, ils vont nous traiter de négropéens, d'afropéens, de métro. Tout ça, c'est des formes de discorde et de division qui parfois peuvent être rigolotes, surtout quand on essaie de relever avec une certaine comédie de notre réalité, mais c'est pas des choses à prendre au sérieux, et surtout entre nous ça doit rester très léger, parce que pour le coup d'autres communautés s'en servent pour faire pareil. Voilà. Et tous ces différents symptômes de négrophobie nous incitent clairement à retourner tout ce mal-être contre nous-mêmes. On est méchant l'un avec l'autre et puis on est gentil avec les autres, parce qu'on sait qu'ils ont plus de pouvoir dans cette pyramide. On donne forcément sans rien attendre en retour.
Et on a tendance à jouer le jeu du sens unique, on donne vraiment sans qu'il y ait un retour derrière. Bref, donc si on parle de maladie, on parle de doctrine, on parle on va forcément parler de guérison, hein. Et si on parle surtout de relations symbiotiques, si on va parler d'un parasite, pour s'en débarrasser, il faut d'abord être conscient qu'il est là. La première tâche du parasite, c'est prendre le contrôle de ton esprit ou le contrôle de ton système nerveux, pour lui faire croire que ses envies sont tes envies en fait. Ça, c'est ce qu'on appelle la définition du pouvoir. Le pouvoir, c'est définir la réalité de quelqu'un en faisant de sa réalité la tienne. Quand tu te rends compte que tu fais des choses qui vont à l'encontre de tes propres intérêts, notamment vitaux, tu fais tout pour t'en débarrasser normalement. Les requins utilisent le rémora ou le poisson suceur pour se débarrasser de ces parasites. L'éléphant utilise de la boue et l'ours les écorces des arbres. Pour nous, ça sera tout simplement la décolonisation, il n'y a que ça. C'est un processus de libération, mais aussi souverain. Assuré par la prise de conscience, la concertation et bien sûr notre capacité d'adaptation. Parce que les parasites vont essayer de s'accrocher, ils vont se cacher, ils vont essayer de se dissimuler, ils vont te faire croire qu'ils sont ici, qu'ils sont là. Donc c'est un peu le même rôle que les ismes, pour en revenir au ISME. Ils ont le même rôle, les parasites, c'est de pouvoir flouter, être derrière dans tes cheveux ou derrière un organe, ou voilà. Et les parasites se nourrissent de confusion et d'ignorance parce que tu sais pas qu'ils sont là ou tu sais pas où ils sont. Mais surtout, ils se cachent un peu comme des tabous, comme les ismes, comme j'ai dit. Ça sert de distraction et ça cherche à créer des intersections sociales parfois aussi pour semer la confusion. Des intersections entre race et sexe, entre appartenance, orientation sexuelle, religion et j'en passe. Tout pour séparer sous l'illusion de l'unité. On peut dire, vas-y, on a tous grandi au terre-terre ensemble. Oui, mais non. Ah oui, on est tous des chrétiens. Oui, mais non. C'est pas que ça c'est pas ces ismes qui font guise d'unité. On ne devrait pas se retrouver autour de ces ISME. On devrait se retrouver autour de concepts qui ne peuvent pas se cacher. La négritude, c'est clair. Voilà. Par exemple, parlons d'égalité des sexes. Le sexisme, qui est une attitude discriminatoire, principalement par les hommes, qui s'attribuent le meilleur rôle en société aux dépens des femmes positionnées au second plan. Et ces femmes-là sont exploitées comme des objets de procréation et de plaisir, avec pour fonction d'être des mules, faire le ménage et servir de matelas. Le triple M, mule, ménage et matelas. Quand on parle de second plan, dans cette hiérarchie sociale, au sommet, on nous retrouve forcément l'homme occidental, et juste en dessous de l'homme occidental, on va y retrouver sa femme. C'est logique. Donc pour une femme noire, ça serait plutôt au dernier plan, car l'homme noir est en bas de l'échelle et derrière lui, la femme noire y est. Voilà. Donc si le sexisme est le couteau, le féminisme en est la lame. Le féminisme est une doctrine, encore plusieurs idées qui cherchent un petit peu peut-être à manipuler ou qui cachent d'autres, qui visent vraiment à l'extension des rôles et des droits des femmes en vue d'égaliser leur statut avec celui de l'homme, en particulier dans le domaine juridique, politique, économique, et puis on pourra même y rajouter le domaine biologique et médical. Ce qui nous intéresse, c'est cette obsession d'égaliser leur statut avec celui de l'homme. Pour ma part, ça se traduit par exercer le même pouvoir colonial et capitaliste que les hommes de la société dominante, ce qui fait peur, car sur les plantations, ce sont souvent les maîtresses qui avaient plus de vices et de méchanceté envers les femmes esclaves. Elles percevaient l'oppression des femmes noires comme un jeu de séduction avec leurs conjoints ou autres, malgré le fait que c'était vraiment des abus, des agressions sexuelles. Qui avait pour résultat le métissage, que ces maîtresses de plantation percevaient comme une erreur de la nature. En gros, tout ça pour dire que le féminisme devrait être problématique pour nous, car une femme de n'importe quelle société dominante va exercer son privilège, généralement raciste, envers nous, femmes noires, pour faciliter, elle, son oppression. Est-ce qu'on peut leur en vouloir? Non, mais il ne faut pas non plus nous gâcher la vue. C'est triste à dire parfois parce qu'on connaît tous des gens bien, de toute origine, ethnicité, mais je dois répéter le fait que les avantages du privilège sont parfois invisibles, comme nous on peut percevoir parfois avec notre mélanine. Donc parfois ces privilèges sont invisibles pour ceux qui en bénéficient et peuvent se manifester sous forme d'accès à des ressources
des opportunités ou encore une fois des oppressions, des protections. Vu qu'il n'y a pas de privilège sans oppression, notre oppression va forcément être reconnue dans le monde entier pour faciliter beaucoup de personnes l'accès à ces choses-là. Hein. Donc pour entrer dans le club, il faut que tu dises merde à un groupe, et ben tout le monde va dire merde à un groupe pour accéder au club. Si c'est juste ça le critère, en réalité. Et donc une égalité équitable passerait par une distribution inversée, où la personne plus en bas bénéficie du plus gros, plus tu montes la pyramide, moins tu reçois, c'est logique. Donc si le féminisme était équitable, les premières bénéficiaires en seraient les femmes noires. Inutile de s'inonder de concepts tels que l'afroféminisme, par exemple, qui lutte contre l'oppression ressentie à cause de notre couleur de peau et de notre sexe. C'est vrai, mais je pense pas qu'on a besoin de créer nos propres ismes quand il y a des termes très clairs comme négrophobe et misogyne. Être négrophobe, c'est avoir une aversion ou une hostilité envers une personne de race noire. Hein. Et misogyne, c'est un sentiment de mépris ou d'hostilité à l'égard des femmes. Donc, au lieu de dire afroféministe, appelle qui dit toi t'es misogyne. Société misogyne, société négrophobe. C'est plus clair. Encore pire, parler de misogynoire pour parler d'un brin de misogyne uniquement qu'on trouve, comme si on le trouvait uniquement chez l'homme noir. Ouais. Juste parce qu'il n'y a pas un isme derrière. Vraiment. Juste parce qu'il n'y a pas un isme derrière. Mais en réalité, on peut juste parler de misogyne tout court. On n'a pas besoin de rajouter noir derrière. Encore une fois, on fait des choses qui sont vraiment particulières parce que dans d'autres communautés, ils n'ont pas besoin de s'approprier la misogyne, en y rajoutant leur propre origine derrière. Je vois pas pourquoi on le ferait aussi. L'afrocentrisme, le protochronisme ou même le panafricanisme, ça c'est tous des surcaricatures un peu de notre oppression. Encore une fois, au lieu de parler de misogynoire, au lieu de parler d'afroféminisme, on peut parler de négrophobie sexuelle peut-être, au lieu de parler d'afrocentrisme et de protochronisme. Pour centraliser l'Afrique dans tous les débats, on peut juste appeler l'histoire, on peut juste dans l'histoire, selon l'histoire, telle date, telle heure, telle date, tel lieu. Pas besoin de parler de tous ces ismes, ça sert à rien. Et pourquoi vraiment utiliser le panafricanisme? Je sais que ça peut fâcher un petit peu, mais la collaboration, c'est clair. Dire panafricain, même le panafricanisme est un peu un leurre, mais ça c'est peut-être pour une autre émission. Parler de panafricanisme maintenant, c'est pas trop ça, c'est parce qu'on peut voir que le panafricanisme, ça va que dans un sens en réalité. Et on n'appelle pas ça pan. Pour le coup, je préfère la collaboration parce que la collaboration, c'est clair aussi. Il y a pas de quoi se cacher derrière, là, pour le coup. Si on est en collaboration, ça devrait se voir tout de suite. Et donc, l'antidote au fléau des ismes, c'est la conscience et la cohérence. C'est le refus d'être divisé par des codes créés pour mieux contrôler. Et c'est une action collective afrodescendante qui sera ancrée dans ce qu'on appelle la vérité individuelle, pour le coup. Et je vais vous laisser là-dessus. Donc ça, c'est la deuxième partie. Là, on était sur les ismes, très important parce que ça fait partie des grandes problématiques de notre communauté afrodescendante. Chose qu'on aura le temps de développer plus tard. Donc n'hésitez pas à suivre la page de Gado sur YouTube et sur Instagram. C'est @héritage, le chiffre 2 et GADO, Gado. Et puis voilà quoi. Je vous laisse là-dessus. Là pour le coup je peux vous dire probablement la semaine prochaine. Peu importe où vous êtes, passez un bon moment et on se dit à plus tard.